Donc, on va avoir un travail là sur deux, trois séances sur le contrat de travail. Je vais juste avoir quelques propos introductifs, puisque c'est un chapitre de droit, hein. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est pour vous retenir les points clés qui pourraient vous être demandés lors d'une résolution de cas pratique. Et surtout, regardez ce qui est essentiel dans le contrat et ce qui peut appuyer une démarche de résolution dans un cas pratique. Alors, à titre liminaire, je voudrais juste rappeler que le contrat de travail est un contrat d'abord comme un autre. Donc, il doit répondre les retardataires. Hein. De ce point de vue-là, il doit répondre aux dispositions légales relatives au contrat, les dispositions de droit commun. On parle de la validité du contrat. On va parler aussi des obligations des parties qui sont liées par ce contrat. Et à partir de là, on va avoir d'abord une application du droit commun des contrats, chose que l'on a déjà vue ensemble, mais aussi des applications de dispositions spécifiques qui, elles, visent uniquement le contrat de travail. D'accord. Je vais juste fermer ça. Excusez-moi. Donc, on va voir à travers les différents cas qu'on a étudiés, ben, voilà, comment on va résoudre le problème et les problèmes qui nous sont soumis, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir avancer, et tout ça, bien sûr, étayé de vos cours, étayé des connaissances que vous avez pu acquérir à la lecture de votre cours sur le contrat de travail. Y a-t-il d'abord une question relative, bien sûr, à ça ou encore à autre chose? Pas de question, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais projeter les différents cas qui vous étaient proposés et on va en discuter. Alors, hop, une fenêtre, voilà. Donc, a priori, voilà, vous l'avez. Tac. On va agrandir un peu tout ça. Et voilà pour cette. Voilà pour cette première situation qui nous est fournie. On nous indique que M. Roger gère une agence générale d'assurance à Melun depuis les années 2000 et il emploie actuellement 9 salariés en CDI. CDI, donc des contrats à durée indéterminée, à temps plein, et 4 autres salariés à temps partiel, là à mi-temps. Alors aujourd'hui, quelle est la durée légale de travail à la semaine qui permet de dire je suis à 35 heures? Alors Lucie nous propose, je donne la réponse, qui permet de dire que je suis à temps complet. Bon, je vous ai donné la réponse, voilà, bien joué Rosie. Effectivement, c'est 35 heures et non pas 39 heures depuis quelques années maintenant, hein. Depuis certaines lois Aubry qui a fait passer la durée de travail de 35 heures, de 39 heures à 35 heures. Alors, il se peut encore que certaines personnes travaillent plus de 35 heures, mais à ce moment-là, les heures qui sont au-delà de la 35e heure sont considérées comme des heures supplémentaires. Et si c'était ça, oui, mais dans tous les cas, alors on peut faire 39 heures comme on peut faire 42 heures, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais les 4 heures au-delà des 35 heures sont payées en heures supplémentaires. D'accord. Votre contrat, effectivement, la durée dans l'entreprise, la durée légale pour tout le monde, c'est 35 heures. D'accord. Mais il est tout à fait faisable qu'une entreprise décide de travailler 37 heures. À ce moment-là, les 35 heures, c'est pour tout le monde. D'accord. Ça ne dépend pas des conventions collectives.
c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc, ça fait la durée légale pour tout le monde. Au-delà des 35 heures, on passe en heures supplémentaires, ce qui est sans aucun problème d'un point de vue de la légalité. Les heures qui sont faites au-delà de la 35e heure seront payées tout simplement en heures supplémentaires, majorées. Et là, effectivement, on peut avoir des conventions collectives depuis la loi El Khomri qui dérogent au cas général. Normalement, les 4 premières heures sont payées à plus 25% et les autres à plus 50%. Mais là, par contre, effectivement, on peut avoir des accords d'entreprise qui payent les heures supplémentaires en deçà des 25%, notamment par exemple à 10%. Ça, par contre, ce sont des accords d'entreprise ou des conventions collectives ou des accords de branche qui peuvent le prévoir. Mais donc, là, le temps complet, c'est 35 heures. Donc, en vous, c'est ce qu'il faut retenir globalement. Et ensuite, si la personne travaille plus parce que son contrat le prévoit, par exemple, ou parce que c'est une demande de son employeur, les heures faites au-delà de la 35e heure sont des heures supplémentaires. Sont payées en heures supplémentaires, donc seront a priori majorées. Les salariés à temps partiel, eux, comme cela est dit, ne travaillent pas les 35 heures. D'accord. Ils travaillent un certain nombre d'heures, bien sûr, inférieures à 35 heures. Ça dépendra du contrat. Là, les parties, le salarié et l'employeur, alors bien souvent, bien sûr, l'employeur recherche un salarié pour 30 heures, pour 25 heures. Et à partir de là, le contrat est un contrat dit à temps partiel. Juste sur ces problèmes d'horaire, je veux juste vous rappeler qu'aujourd'hui, depuis maintenant pas mal d'années, on est payé tous les mois le même nombre d'heures, d'accord, quel que soit le nombre de jours travaillés réellement dans le mois. Par exemple, on vient de terminer un mois de février qui est en général beaucoup plus court, d'accord, que par exemple le mois de mars ici que l'on va vivre, qui fait 31 jours, 100 jours fériés. A priori, c'est un mois un peu plus long que le mois de février. Pourtant, si vous êtes dans une situation plutôt classique et que vous travaillez à temps plein dans une entreprise, vous serez payé exactement le même nombre d'heures au mois de février que le nombre d'heures au mois de mars. Ceci est dû à un phénomène qu'on appelle la mensualisation, qui a été mis en place il y a très longtemps et qui touche aujourd'hui 90% des salariés. Et savez-vous combien d'heures sont payées sur un mois normal, donc, et tous les mois sur toute l'année, à votre avis? Ok, alors trois réponses différentes. Alors, on sera payé 151h67 tous les mois. Vous voyez que c'est précis, 151h67 tous les mois. Quand on a un contrat, bien sûr, qui fait 35 heures. Alors, toutes les heures, comme je dis, toutes les heures supplémentaires seront différenciées des heures classiques et seront donc majorées. On était payé 169 heures, puisque j'ai vu le chiffre de 169 heures passer, quand on était à 39 heures. À l'époque où le temps complet était légalement à 39 heures. Aujourd'hui, il est à 35 heures et donc ça correspond à 151h67. Tout simplement, on a fait, pour avoir une moyenne par mois d'heures travaillées, on a fait 35 heures fois 52 semaines, ça fait 1820 heures, qu'on a divisé ensuite par 12. Ça fait donc 151h67 par mois. Voilà. Alors ça, c'est pour juste que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Alors ici, Monsieur Roger, donc, qui a une agence d'assurance, voudrait recruter un nouveau commercial pour développer sa clientèle, d'accord, pour prospecter une nouvelle clientèle. On vous demande quel type de contrat peut-on lui proposer ou doit-on lui proposer, en sachant qu'ici, on va osciller entre principalement deux types. On va plutôt mettre de côté le contrat d'intérim, d'accord, et on va comparer ce qui est possible en termes de CDD et de CDI. Donc le CDD, c'est le contrat à durée déterminée, et le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce que vous lui proposeriez, vous? Quelles sont les solutions que vous envisagez? CDI, très bien. Rosie nous dit le CDI. CDI à temps plein aussi pour
CDI, si besoin à long terme. Alors, le CDI sera forcément à long terme puisqu'il est indéterminé, hein, évidemment. Alors, pourquoi vous ne me proposez pas CDD si dépannage? D'accord. Ok, là, on est déjà sur quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Alors, dans les faits qui nous sont donnés ici, hein, si je reprends les faits, j'ai descendu un petit peu ma feuille ici. Dans les faits qui nous sont donnés ici, a priori, ce n'est pas du dépannage. C'est pour prospecter une nouvelle clientèle, donc pour développer la clientèle. Donc, on est plutôt parti sur un CDI, d'accord. Et pourquoi on n'aurait pas choisi, pourquoi on ne peut pas lui proposer dans ce cas-là un CDD? Dites-moi pourquoi le CDD n'est pas possible. Théoriquement, hein, bien sûr. D'accord. Ok, c'est pas un remplacement. Alors, tout simplement parce que vous regarderez bien. Alors, si tu mets sur un temps défini. Ok, je n'ai pas trop compris ce que vous vouliez me dire, Isabelle. Alors, légalement, le recours et CDD est encadré par la loi. On ne peut recruter un CDD officiellement, d'accord, euh, un nombre de CDD avec un... A priori, non. Il n'y a pas de difficulté, non, il n'y a pas de difficulté à avoir que des CDD dans une entreprise, par exemple. D'accord. Bien sûr, si les conditions de recours au CDD sont respectées. Ce qui est, je vous le concède, très peu le cas dans beaucoup d'entreprises. Parce que, a priori, le CDD ne peut être conclu que dans certaines conditions et que pour certaines choses. C'est-à-dire, principalement, parce qu'on a un accroissement temporaire de l'activité. On peut avoir aussi parce qu'on a un salarié malade et à partir de là, on va pourvoir au remplacement de ce salarié par un CDD, puisque a priori, le salarié ne va pas rester tout le temps malade, il devrait même revenir. On va pouvoir aussi avoir recours au CDD, par exemple, pour des travaux saisonniers. Euh, voilà, donc, il y a des conditions de recours aux salariés. Un salarié qui est parti en congé parental, par exemple. On voit que pour pallier une absence qui n'est pas une absence prolongée, mais qui est une absence qui va prendre fin à un moment donné, on va pouvoir recruter un CDD. À partir de là, euh, en dehors de ces recours, en dehors de ces conditions, et surtout en dehors de ces conditions, normalement, il n'est pas possible de conclure un contrat CDD. Et surtout, ce que je voulais dire, il n'est pas possible, la loi ne prévoit pas de conclure un contrat CDD pour faire un test sur la personne que l'on a envie de recruter. Ça, c'est légalement pas possible, même si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises le pratiquent. Même si aujourd'hui, beaucoup d'entreprises. Alors, peut-être pas, mais quand on marque bien souvent CDD avec possibilité de CDI derrière, c'est limite, limite. Hein. Limite, limite. Pourquoi les entreprises, en plus, pour moi, c'est une erreur. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi c'est une erreur. C'est limite, limite parce qu'il n'y a jamais été prévu, parce que l'entreprise dirait, bah voilà, comme ça, je teste la personne, et puis si elle correspond, bah, finalement, on va signer un CDI. Ben non, pas possible. Alors les entreprises disent oui, mais alors voilà, c'est un accroissement d'activité temporaire, et puis comme ça va peut-être durer, bah, il y aura peut-être un CDI derrière. On se réfugie un peu là-dessus. Hein, d'accord. Mais ne proposez-vous jamais, dans une résolution de cas pratique, un CDD dans le but de tester les aptitudes professionnelles d'un salarié. D'accord. Ne proposez pas ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça n'est pas possible, ça n'est légalement pas prévu. Et voilà, je vais vous dire pourquoi c'est une erreur aussi. Parce qu'un CDD, qui aurait été conclu, par exemple, pour une période de 6 mois, en se disant, bah voilà, je vais avoir 6 mois pour tester le gars, ou même 4 mois pour tester le gars, et si jamais ça ne va pas, à la fin du CDD, c'est tout, on renouvelle, on ne passe pas au CDI, basta, on arrête là. Le problème, c'est que si le gars, dès le premier mois, c'est quelqu'un qui ne correspond pas à ce que l'employeur attendait, ben, il n'y a pas possibilité de le licencier. Il faudra aller jusqu'au bout du CDD.
jusqu'au bout du CDD, puisque ce n'est pas une faute grave, et à partir de là, ce n'est pas une condition de rupture. Oui, mais sauf que votre période d'essai, Rosie, pour un CDD, elle est toute petite. D'accord? On verra après, elle est toute petite. Elle ne dépassera pas 15 jours. Or, vous allez vous apercevoir que notre petit gars, il ne correspond pas au boulot au bout d'un mois, voire 2 mois, et puis vous serez obligé de garder toute la durée du CDD. Alors que si vous aviez conclu un CDI, où là, la période d'essai, légalement, peut être beaucoup plus importante, et peut-être même jusqu'à 4 mois, à partir de là, vous avez 4 mois pour tester la personne. Donc pourquoi conclure un CDD? Et en plus, s'il ne correspond pas au bout d'un mois, c'est tout, on arrête. Basta. Pas d'indemnité, rien du tout. Rupture du contrat, tout simplement, sans avoir à motiver sa rupture. Donc, l'erreur de passer par un CDD vous bloque l'employeur pendant les 6, les 4 mois, voire les 6 mois, enfin, en tout cas, la durée du CDD. Donc, voilà pourquoi, pour moi, déjà, légalement, ce n'est pas possible. Alors, normalement, c'est pas un recours possible pour un CDD. Et deuxièmement, c'est une erreur technique parce que vous serez obligé de garder le CDD même s'il ne correspond pas et qu'on a dépassé la toute petite durée de période d'essai autorisée pour les CDD. Alors, vaut mieux prendre un CDI, mettre une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. Ça fait 4 mois pendant lesquels, justement, vous êtes autorisé à rompre le contrat sans même avoir à justifier du motif de rupture. Et dans des conditions qui sont beaucoup plus légères que dans le cadre d'un licenciement, par exemple. Voilà pour le choix qu'il fallait conseiller à monsieur Roger. Donc, plutôt de lui dire de partir sur un CDI, d'aménager une période d'essai en fonction de la nature du poste, ici, bon, a priori, ça devrait être un employé, mais d'aménager une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois, ce qui lui permet pendant ces 4 mois de tester la capacité professionnelle de son salarié et éventuellement, si il ne correspond pas aux attentes de l'employeur, de pouvoir rompre le contrat pendant cette période d'essai. On verra comment on peut rompre le contrat pendant cette période d'essai de façon relativement facile. Au même titre que le salarié peut lui aussi rompre le contrat pendant la période d'essai, d'ailleurs. Parce que la rupture, elle peut être à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié. Dans la deuxième partie, on va attaquer des clauses spécifiques au contrat. Et on va avoir 2 clauses, qui sont la clause de mobilité et la clause de non-concurrence. Alors, on va les analyser, on va regarder éventuellement ce qui est bon dans ces clauses et ce qui n'est pas bon dans ces clauses. La première clause, la clause de mobilité, permet à l'employeur de pouvoir imposer au salarié, puisqu'il l'a accepté, permet de pouvoir imposer au salarié d'être muté sur un lieu d'exploitation qui serait autre que celui pour lequel il a été affecté au début de son activité. D'accord? Donc, notre monsieur Roger, ici, il a inséré 2 clauses, cette première clause de mobilité et la clause de non-concurrence, qui empêche le salarié que vous avez recruté en cas de rupture de contrat de travail d'aller travailler pour un concurrent, un de vos concurrents. D'accord? D'abord, notre contrat de travail, il a des éléments qui sont essentiels. D'accord? Il y a des éléments qui sont importants et qui doivent faire partie du contrat de travail. D'abord, la première chose que je voulais vous demander, est-ce que le contrat est obligatoirement écrit? Est-ce que le contrat de travail est un contrat obligatoirement écrit? Non, oui pour Agnès. Non pour Alexandra. Pas le CDI, voilà la bonne réponse, Roxane. Quelqu'un l'avait dit aussi avant, j'ai pas eu le temps de dire le nom. Effectivement, le CDI, d'accord, le contrat à durée indéterminée, peut être un contrat verbal, peut être un contrat qui n'est pas encadré par la loi, en tout cas sur sa forme. Alors, évidemment que 99% des contrats passés en CDI ont une forme écrite. Ça permet de valider un certain nombre de choses. D'accord? Le poste exact, la rémunération, les horaires de travail, tout le travail.
Par contre, concernant le travail, le contrat de travail à durée déterminée, le CDD, obligatoirement, il est écrit. Alors, à quoi sert finalement cet encadrement juridique? C'est de dire, voilà, imaginons que j'ai recruté, qui est-ce qu'elle a? Charles. Voilà, Charles, je le vois là. J'ai recruté Charles pour m'assister dans le développement de ma clientèle. D'accord. Et je lui dis, voilà, en ce moment, je suis blindé, j'arrive plus à assumer mes rendez-vous, j'ai une surcharge de travail. Je vous propose un contrat à durée déterminée de 3 mois, de façon à pouvoir me libérer un peu du surcroît d'activité de mon entreprise et de retrouver un rythme de travail normal. On se met d'accord sur les éléments de poste, de mission et de rémunération et d'horaire. Et puis, je lui envoie un petit texto en lui disant, bon, ben, c'est OK, hein, ça marche pour notre contrat. Vous allez travailler 35 heures au bureau de Lille et vous serez payé 1800 euros brut. Quand je lui envoie un texto, ou je lui dis par téléphone. A priori, moi, j'ai conclu un contrat à durée déterminée, d'accord, pour 3 mois. Sauf que, comme il n'y a pas eu d'écrit, ça pose quoi comme problème? Le fait que le contrat n'est pas, je n'ai pas respecté les formes imposées par la loi. Ça pose quoi comme souci? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? La relation de travail est établie, hein, d'accord? La relation de travail, elle est établie. Charles, il a commencé son premier jour, il a vu d'ailleurs quelques collègues, il a envoyé. Du coup, il sera obligé de lui proposer un CDI. Ben voilà, du coup, on va considérer que le contrat est un contrat CDI, que Charles a été embauché en CDI dans mon entreprise. Donc, moi, si je veux me dépêtrer de cette solution, zut, il est en CDI et j'ai oublié. Alors, deux solutions, soit je m'en aperçois très vite et puis je dis à Charles, viens, on va régulariser la situation et tu vas signer ton contrat. D'accord. Alors, si Charles, il est de bonne foi, c'est tout. Mais s'il a envie de m'embêter, il me dit non, moi, j'ai commencé à bosser, vous ne m'avez pas fait mon contrat, donc je suis en CDI. Pas de problème. Et à partir de là, ça pose quoi comme souci? Ça pose le problème que quand je voudrais m'en séparer, il faudra procéder par il faudra faire une procédure de licenciement et non pas de fin de contrat. Donc, ça peut me poser un certain nombre de soucis. Alors, ce fameux contrat, il va au moins contenir des éléments obligatoires. Il va au moins contenir, bien sûr, l'identité des parties. Charles, son adresse, son numéro de sécurité sociale, et tralala. L'employeur, adresse, numéro de SIRET et tout, tralala. Il va contenir au moins le poste pour lequel Charles a été recruté. Il va contenir au moins le salaire proposé à Charles, le volume horaire, pas les horaires, hein, le volume horaire, c'est-à-dire 35 heures, 30 heures, le volume horaire proposé à Charles et le lieu de travail. Ça, ce sont des choses impératives. D'accord. Ce sont des éléments essentiels du contrat de travail. Identité des parties, ça me paraît évident. Poste, rémunération, horaire et lieu. Ça, vous devez le retenir, absolument. Ces 5 éléments-là, vous devez les retenir. Vous verrez que par la suite, ça sera super important parce qu'à partir du moment où on va modifier un de ces éléments, il faudra absolument l'accord des deux parties. C'est-à-dire que si demain, je veux modifier un de ces 5 éléments, qui est un des éléments essentiels, je ne peux pas le faire sans recueillir le consentement de mon salarié. Je décide. Alors bien sûr, si c'est une augmentation, donc une modification de la rémunération, a priori, je devrais pardon, recueillir le consentement de mon salarié sans trop de problèmes. Par contre, si Charles était avec un horaire de 35 heures et que je lui dis maintenant tu ne seras plus à 35 heures, tu seras à 30 heures parce que ça va pas, et bien ça, c'est pas possible. Ou bien il faut qu'il soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, je ne peux pas le changer. On verra après quelles sont les suites à donner. C'est pas cette année qu'on verra ça, on verra l'année prochaine, enfin, on le verra ensemble ou vous le verrez avec quelqu'un d'autre l'année prochaine. Mais retenez bien ça parce que c'est une base pour un des chapitres que vous verrez l'année prochaine.
Quels sont les éléments essentiels d'un contrat de travail? Je les répète, hein. Excusez-moi, identité des parties, le poste, la rémunération, les horaires, le lieu. Alors on voit que le lieu, effectivement, le lieu de travail, le lieu de rattachement du salarié, c'est une partie importante du contrat, une partie qu'on appelle essentielle. Alors malgré tout, je vous ai dit que si on voulait modifier cette partie, une de ces 5 parties, il fallait avoir l'accord du salarié, sauf si éventuellement j'ai introduit dans mon contrat une clause de mobilité qui permet effectivement de dire, voilà, ce salarié-là, aujourd'hui, il bosse à Lille, mais demain, je peux très bien le muter à Dunkerque ou à Valenciennes ou à Cambrai ou à Douai. Cette clause de mobilité, elle est malgré tout encadrée par la loi. D'accord? Il y a des conditions pour que cette clause soit valable. Et ici, on va voir si éventuellement cette clause répond à toutes les conditions de validité. Alors, on nous dit que le salarié s'engage à répondre dans les plus brefs délais à toute autre affectation que celui mentionné dans le contrat, suivant les nécessités de l'entreprise, en tout lieu où l'entreprise exerce ou exercera son activité, et ce, sans indemnité. En outre, la mutation peut éventuellement impliquer des changements d'horaire que le salarié s'engage à respecter. Alors, dites-moi, il y a des éléments qui vont, et il y a des éléments qui ne vont pas là-dedans. Est-ce que vous avez repéré des éléments Alors, pour vous, le changement d'horaire, est-ce que c'est un élément qui est bon ou un élément qu'on n'a pas le droit d'indiquer? C'est pas dans la mobilité, c'est mauvais. Alors, pour l'aura, l'élément horaire est un élément qui n'est pas un élément qui rend la clause valable. Alors, on va en parler, hein. Les horaires de l'entreprise, c'est à la discrétion de l'employeur. Si l'employeur il veut vous faire commencer à 8 heures, il vous fera commencer à 8 heures. S'il dit demain c'est 8h30, vous commencerez à 8h30. Ça fait partie de son pouvoir, d'accord, d'administration de son personnel. Sauf dans certains cas extrêmes où effectivement, imaginons que votre employeur vous dit, ben voilà, aujourd'hui vous travaillez de 8h à midi et de 2h à 5h. D'accord? Bon, ben, ça permet d'avoir une vie de famille classique, peut-être rentrer le midi, de rentrer pas trop tard le soir, de commencer à des horaires plutôt classiques. D'accord? Si dès le départ, vous savez que vous commencez à 5 heures du matin, ben, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas, c'est tout. Hein. D'accord? Mais c'est le changement qui ici, va nous interpeller. Un changement qui ne nuirait pas à la vie personnelle du salarié. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer à 8 heures, je vais vous demander de commencer à 8h30, de finir à midi et demi, de reprendre à 2 heures et de finir à 5 heures. Bon, en soi, a priori, ça ne nuit pas le salarié. Et il faut aussi que ce changement soit nécessaire pour l'entreprise. Bah oui, c'est nécessaire parce que finalement, nos bureaux vont plutôt ouvrir à 9 heures plutôt qu'à 8 heures. Bon, voilà. Pas de souci, l'employeur peut l'imposer au salarié. Le salarié est obligé de le respecter. Bon. Si maintenant je vous fais passer, au lieu de commencer à 8 heures, vous commencerez à 5 heures du matin. Non, on ne va pas prendre 5 heures du matin parce que là, on est en horaire de nuit. Je vais vous faire commencer à 10 heures, terminer à 14 heures, reprendre à 15 heures et terminer à 18 heures ou 19 heures pour avoir mes 7 heures par la fin. Là, clairement, c'est un changement d'horaire. Et imaginons que l'entreprise n'en ait même pas besoin. C'est un changement d'horaire qui va embêter le salarié dans sa vie personnelle pour les enfants à l'école, rentrer le soir au lieu de rentrer à 5 heures ou 6 heures, passer d'un horaire plutôt classique à un horaire où je vais rentrer à 20 heures. Alors même si ce n'est pas des heures de nuit et qu'on peut malgré tout travailler jusqu'à 20 heures, et beaucoup de salariés le font, ce changement-là n'est pas possible pour l'employeur. Un petit changement qui respecte la vie privée du salarié et qui est nécessaire pour l'entreprise c'est tout à fait possible pour l'employeur de l'imposer au salarié. Mais un gros changement, il doit recueillir le consentement du salarié. Ici, le changement d'horaire ne me paraît pas, on ne sait pas dans quelle mesure les horaires peuvent changer, si effectivement c'était des horaires. Mais ici, ce n'est pas une clause qui nous dit que la clause de mobilité n'est pas valable. Parce que de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui concerne clairement les conditions de validité de la clause de mobilité. D'autres choses qui vous ont interpellé? Alors, on va la lire et puis plutôt le changement d'affectation.
on ne parle pas de changement d'affectation, de changement d'affectation, oui, d'accord. Alors, prenons les indemnités. OK. Alors, prenons les choses par le début. Le salarié s'engage à répondre dans les plus brefs délais à toute autre affectation. Voilà. Là, il y a un problème. Première chose. Premier problème, boum, ça, c'est pas valable. On doit laisser, même si la clause est négociée entre l'employeur et l'employé, mais la clause, c'est la clause ne peut pas être activée sans laisser le temps au salarié de s'organiser pour pouvoir intégrer son nouveau poste, d'accord, pour pouvoir intégrer sa nouvelle affectation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire au salarié, l'employeur ne peut pas dire au salarié, dans 15 jours, tu es muté à Dunkerque. Parce que le salarié, peut-être qu'il faut qu'il déménage, il faut qu'il voit au niveau de sa vie de famille, il faut qu'il voit au niveau de la scolarité des enfants, donc vous êtes obligé. Alors, il n'y a pas de délai légal. Il n'y a pas de délai légal. On ne dit pas il faut laisser au moins 3 mois. Il faut un laps de temps suffisant pour que le salarié puisse s'organiser. Voilà. Ça sera, si jamais un litige portant sur une clause de mobilité et un délai est porté devant le juge appréciera souverainement si il considère, c'est subjectif, oui. Bien sûr, oui, bien sûr, il y a des choses qui sont subjectives, évidemment. Alors, si, imaginons que nous sommes là au mois de mars, d'accord? Allez, on va pousser jusqu'au mois de mai. Au mois de mai, je décide, je dis à mon salarié, voilà, puisque tu as une clause de mobilité, au mois de septembre, tu intègres les bureaux à Paris. On peut estimer que le délai est relativement suffisant pour que le salarié puisse trouver un logement, changer ses enfants éventuellement de boulot, voire pour le boulot de son épouse ou de son époux quand c'est une dame, quand c'est une femme. Donc, moi, voilà, je pense que sur ce délai-là, sur 4 mois, c'est tout à fait possible. Maintenant, si je vous dis, dans un mois, tu déménages, ben là, c'est compliqué. D'accord? Donc, première chose, ce plus bref délai ne va pas. D'accord? Maintenant, deuxième point, sur toute autre affectation. Pareil, pas possible. D'accord? Pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que la clause prévoit une zone géographique. Ben, vous imaginez bien, moi, je ne vais pas accepter un truc si je sais que demain, je peux être muté à Nice. Je suis de Lille. Maintenant, je pourrais très bien accepter quelque chose, ou si je l'accepte, il faut qu'on me le dise. On ne peut pas me dire toute autre affectation sans délimiter une zone géographique. Alors, elle peut être importante. À ce moment-là, il faudra un délai plus important. Mais dans tous les cas, je dois être au courant de ce que j'accepte. Et par conséquent, je dois être au courant de la zone dans laquelle je peux être muté. Si on me dit, voilà, vous pouvez, nous avons des bureaux à Nice, à Marseille, à Nantes, à Toulouse, à Strasbourg, vous pouvez être muté dans ces 5 bureaux. Est-ce que vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Mais au moins, je sais que je ne peux pas être muté à l'étranger, par exemple. Donc, il faut absolument que la clause donne une limite géographique pour que le salarié puisse savoir à quoi il doit s'en tenir. Donc ça, c'était le deuxième point négatif. Par contre, il y a un point positif, c'est qu'on indique que ça sera selon les nécessités de l'entreprise. Et ça, il faut qu'il y ait une nécessité pour l'entreprise pour muter quelqu'un. La mutation ne peut pas se faire sans une véritable raison, comment dire, il faut que ça soit important pour l'entreprise parce que c'est une personne clé, parce que c'est une personne dont on a besoin à tel endroit, etc., etc. Ça ne peut pas être, par exemple, une sorte de sanction disciplinaire. On dirait, bah, tiens, lui m'embête, je vais le muter à Pétaouchnok. Ça, c'est pas possible. Donc, par contre, ça, c'est bien dit ici, puisqu'on dit que c'est selon les nécessités de l'entreprise. Donc, si l'entreprise. Oui, remplacer quelqu'un de démissionnaire sur un poste où le recrutement ne va pas être facile ou sur un poste très spécifique. Pas de souci. À partir du moment où l'entreprise arrive à justifier qu'il était nécessaire que cette personne soit mutée à un autre endroit, pas de problème.
En tout cas, il faudra démontrer que c'était nécessaire. Alors, ensuite, par contre, on dit pour quelque motif que ce soit. Bon, alors, non, non, pardon, je lis l'autre clause. Donc, en tout lieu où l'entreprise exerce son activité, oui, mais il faut, où exercera, donc, oui, il faut absolument une zone géographique qui soit délimitée. Ici, on revient sur la première problématique qu'on avait posée. Est-ce qu'on est obligé d'indemniser le salarié? Non, il n'y a pas d'obligation d'indemnité du salarié. Il n'y a pas, il y a pas cette, il n'y a pas cette obligation-là. Par contre, c'est une négociation qui peut y avoir. En outre, il peut y avoir des changements d'horaire, donc on a déjà discuté. Pas de changement de poste, par contre, on ne peut pas être muté et être rétrogradé. Alors, à la limite, si on est, si on monte dans la hiérarchie, bon, il faudra quand même l'accord du salarié, hein, d'accord? Mais a priori, il ne devrait pas trop y avoir de soucis, d'accord? Et on a dit que les changements horaires, ce n'était pas un élément substantiel, c'était l'employeur avait tout à fait cette possibilité de modifier les horaires à condition de respecter, voilà, la vie privée du salarié. Encore une fois, s'il veut changer les horaires et vous faire commencer à 10h et terminer, si vous acceptez, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'accepter, il est obligé d'avoir votre accord sur ce type de modification. Par contre, si c'est une modification de un quart d'heure, voire une heure, vous serez obligé de l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, ça peut entraîner un licenciement pour faute. Au même titre que si on ne respecte pas une clause de mobilité qui aurait été légale, d'accord, alors ça sera un licenciement pour faute lourde. Alors, ici, notre clause de mobilité, comme elle est entachée d'un certain nombre d'irrégularités, à votre avis, quel va être le sort de cette clause de mobilité? Est-ce que l'employeur peut l'activer, peut demander au salarié, dans l'état de cette clause, d'être muté, même si c'est pas très loin de chez lui? D'accord, d'être muté, je ne sais pas si vous connaissez la région lilloise, mais d'être muté, je ne sais pas moi, à Valenciennes, qui est à 50 km de Lille. Alors, effectivement, comme cette clause, elle, elle, elle recèle plein de conditions qui sont des erreurs, on va dire qu'elle est réputée non écrite. Elle n'existe pas, cette clause. Comme il y a trop d'erreurs dans cette clause, comme il y a des conditions de validité qui ne sont pas respectées, la clause n'est pas valable. Donc, dans sa globalité, elle ne pourra pas être appliquée. Même si on se disait, voilà, bonjour monsieur, je vous laisse 4 mois pour être muté à tel endroit, etc. Alors, j'aurais respecté les conditions, mais comme au contrat, la clause n'est pas valable, il n'y a pas de clause de mobilité. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Il manque des conditions de validité, donc elle n'existe pas. Passons maintenant à la clause de non-concurrence. Donc, je vous rappelle, hein, la clause de mobilité, elle est possible, d'accord? On va quand même se mettre les points. Elle est possible. D'abord, il faut qu'elle soit inscrite au contrat, hein, bien sûr, pour qu'elle soit activée, évidemment. Il faut qu'elle soit limitée géographiquement. Il faut que le temps nécessaire ou un temps certain soit laissé aux salariés pour pouvoir déménager. D'accord. Il ne faut pas, bien sûr, alors tout ça, c'est pour protéger sa vie privée aussi. D'accord. Il ne faut pas qu'elle entraîne d'autres modifications telles que le poste ou les horaires ou une baisse de rémunération, etc. Et il faut qu'elle soit activée parce que c'est une nécessité pour l'entreprise. Voilà vraiment les choses qu'il faut retenir pour pouvoir juger si une clause est valable ou non. Et encore une fois, s'il y a un défaut de validité de la clause, alors elle est réputée non écrite et ne pourra jamais être applicable. Par contre, si la clause est régulière, il n'y a pas de problème, alors elle s'impose au salarié. D'accord. Je dis bien, elle s'impose. Il sera obligé, puisque c'est la force obligatoire du contrat, d'accord, il sera obligé de respecter cette clause. Maintenant, concernant la clause de non-concurrence. Voyons ce qui se passe. Donc, la clause de non-concurrence, ça permet à l'employeur d'interdire quelque part aux salariés, dans le cas où le contrat serait rompu, d'aller travailler pour un concurrent. Voilà. Donc ici, on y dit compte tenu de la spécificité des fonctions de M. B,
et pour préserver les intérêts de l'entreprise. En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, M. B s'engage à ne pas rentrer au service d'une entreprise concurrente, ni à collaborer à une entreprise d'assurance, ni à créer sa propre entreprise d'agent général d'assurance pendant une durée de 2 ans, à compter de la rupture effective sur le territoire de Seine-et-Marne et de l'Essonne. Ah, alors, il faut retenir 4 conditions pour qu'une clause de non-concurrence soit valable. 1, il faut qu'elle soit limitée géographiquement. Oui, il y a aussi ça, effectivement, la contrepartie financière. 1, il faut qu'elle soit limitée géographiquement. Ici, on voit que elle est limitée géographiquement, puisqu'on lui parle de 2 départements, la Seine-et-Marne et l'Essonne, qui sont plutôt des départements proches. Hein, c'est en région parisienne, hein, si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est entendable. Maintenant, si effectivement la clause avait mentionné toute la France, il n'y a pas de légitimité à interdire quelqu'un d'aller travailler partout en France, alors que l'entreprise n'a un rayon d'action que sur la région parisienne, par exemple. Il faut que ça soit quand même en corrélation avec l'entreprise. Donc, dans tous les cas, il faut qu'elle soit limitée géographiquement. Il faut qu'elle soit limitée dans le temps. Ici, on voit que, pareil, la clause est limitée dans le temps, puisqu'on lui dit c'est 2 ans. Il faut aussi qu'elle soit limitée à un certain type de travail, en relation, bien sûr, avec le travail qui est effectué actuellement. Actuellement, c'est une personne qui va développer la clientèle de l'entreprise. Ici, on dit, vous n'avez pas le droit de travailler au service d'entreprises concurrentes, sans doute déjà, ni de collaborer à des entreprises d'assurance. Encore une fois, c'est bien des entreprises qui seraient sur le même terrain concurrentiel, sur le même terrain d'activité que l'entreprise de M. Roger, ou encore même de créer votre propre entreprise d'agent général d'assurance. Donc, encore une fois, ici, les critères sont bien respectés. On limite, on circonscrit la concurrence à un certain domaine. On ne pourrait pas lui dire, vous n'avez pas le droit de travailler dans toutes les entreprises ou dans les entreprises de banque et d'assurance. Non, banque, aucun rapport avec l'assurance. Même si c'est assez proche, malgré tout, ça n'est pas les concurrents. Donc, ce n'est pas possible. Autre, quatrième, donc on a dit limité dans l'espace, limité dans le temps, limité à un secteur concurrentiel. Et dernière partie, c'est ce que nous donnait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Rosie ou... non, c'est peut-être Yvonne qui l'a dit. Il faut qu'il y ait une contrepartie financière. Alors, c'est peut-être ce qui manque à cette clause-là. D'accord. Sauf si c'est peut-être mis un peu plus loin, mais a priori, juste comme ça, il manque cette donnée-là. Rien n'est faux, rien n'est illégal, rien n'est non valable, mais il manque une partie, c'est la contrepartie financière. Il faut absolument que, puisqu'on va quand même, le mec, on va l'empêcher de travailler. Hein. D'accord. Donc, il faut absolument qu'il y ait une contrepartie qui ne soit pas dérisoire non plus. Et c'est pas parce qu'on va lui donner 2 euros. En général, on va continuer à payer la personne pendant 2 ans ou lui attribuer une sorte d'indemnité. Alors, j'en ai vu une passer il n'y a pas très longtemps, un commercial, il touchait 500 euros par mois par l'entreprise pour ne pas aller travailler chez un concurrent. Il a trouvé du boulot ailleurs, hein, mais voilà, il continue à toucher ses 500 euros pendant 1 an. Voilà, pas de problème là-dessus. Alors, malgré tout, il y a une toute petite limite à cette clause de non-concurrence. Elle ne peut être imposée qu'à des salariés qui pourraient, par leur fonction, menacer les intérêts de l'entreprise s'ils allaient travailler chez un concurrent. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que dans mon entreprise, j'ai une femme de ménage. D'accord ? Donc, elle vient tous les matins pendant 3 heures faire le ménage des bureaux, etc., etc. Est-ce qu'elle connaît des informations qui pourraient éventuellement me porter préjudice si mes concurrents la connaissaient? Ben non. Est-ce qu'elle est en contact avec des clients? Ben non plus. Donc par conséquent,
c'est a priori pas quelqu'un à qui on pourrait opposer une clause de non-concurrence. S'il y avait une clause de non-concurrence dans son contrat, bah, elle ne serait pas valable parce que pour préserver les intérêts de l'entreprise, ce n'est pas valable pour une femme de ménage. Par contre, si effectivement j'ai un commercial qui connaît mes clients, qui connaît mes tarifs, qui connaît, ou un acheteur qui connaît les prix de vente, là, effectivement, on est sur des postes. Il faut que ce soit sur un poste qui, si la personne devait aller travailler chez un concurrent, poserait un problème à l'entreprise. Est-ce que c'est clair sur ces deux premières clauses, la clause de mobilité et la clause de non-concurrence? C'est clair pour tout le monde, avec ces petites limites et surtout, encore une fois, dès qu'il y a un élément qui cloche dans la clause, malheureusement, elle ne sera pas applicable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? D'accord. Alors, Monsieur Roger, au milieu de la période d'essai de Monsieur B, lui indique dans une lettre recommandée avec accusé de réception qu'il va modifier sa rémunération à la baisse, à la fin de la période. En effet, entre le début de l'embauche et la conjoncture entre le début de l'embauche et l'embauche définitive de ce dernier, la conjoncture économique difficile fait entrevoir une baisse possible de nouveaux clients. Monsieur B refuse de voir sa rémunération baisser et le fait savoir par retour en lettre recommandée. Monsieur Roger lui annonce alors par lettre recommandée 2 jours ouvrables après la réception que le contrat est donc rompu. Monsieur Roger peut-il rompre le contrat dans ces conditions? À votre avis? Alors, je crois que c'est Lucie ou Laura qui m'a dit oui. Effectivement, Rosé, il faut noter ici qu'on est toujours dans la période d'essai. Alors, cette période est très particulière. La période d'essai est très particulière. Je vous rappelle que pour les contrats, ce n'est pas un préavis, c'est ce qu'on appelle une période de prévenance. Ce n'est pas un préavis, puisque le préavis, c'est finalement le contrat est rompu, mais on doit encore assumer ses fonctions pendant 2 mois. En général, c'est 2 mois pour les salariés classiques. Ça peut être porté jusqu'à 4 mois pour les cadres, de façon à ce que chacun puisse se retourner. Si par exemple l'employé devait démissionner, un salarié classique démissionne, son contrat généralement fait état d'un préavis de 2 mois. Il devra continuer à venir travailler pendant 2 mois avant que le contrat soit définitivement rompu, ce qui permet à l'employeur de commencer à faire des recherches pour pourvoir au poste. Au même titre que si l'employeur décide de rompre le contrat par un licenciement, il va devoir garder le salarié pendant 2 mois pour que le salarié, lui, puisse chercher du travail ailleurs. Il peut aussi le dispenser, mais il va continuer à payer. Alors ici, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans le cadre toujours de notre période d'essai. Je veux juste revenir sur la période d'essai. Déjà, pour vous dire une chose, la période d'essai n'existe que si elle est inscrite dans le contrat. Si le contrat, il n'y a pas de loi, c'est contractuel une période d'essai. Elle ne se présume pas, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas tant qu'elle n'est pas inscrite dans le contrat. Et donc, les dates, les périodes, la durée de la période d'essai sera aussi donc inscrite dans le contrat. Concernant le CDI, la période d'essai peut aller pour un salarié normal jusqu'à 4 mois. Pour un agent de maîtrise ou un technicien, elle peut aller jusqu'à 3 mois, et pour un cadre, elle peut aller jusqu'à 8 mois. Et ceci, le renouvellement inclus. Donc, ça sera la durée maximum. En général, comme on va indiquer qu'il y a un renouvellement, par exemple pour un salarié normal, un employé normal, on va dire 2 mois avec un renouvellement. Donc ça fera 4 mois maximum, on est dans les clous. On peut très bien dire 1 mois avec 1 mois au renouvellement, donc on sera 2 mois, pas de souci. Non, c'est 8 mois.
Alors, je peux le vérifier hein, rapidement, mais a priori, je suis sûr à 99,9%. Période d'essai. Alors, hop. Alors, qui enchaîne. D'accord, la durée. Voilà, la durée. D'accord, est-ce qu'il y a donc de 4 minutes, proposition de renouvellement. Alors, pour le cadre. Non, c'est bien ça, c'est bien 8 mois. Elle est bien de 4 mois renouvelable. Elle est renouvelable une fois, donc ça nous donne 8 mois au total. D'accord, pas de souci là-dessus, les chiffres sont bons. C'est vrai que vous verrez en droit du travail, il faut actualiser souvent ses connaissances parce que les choses changent souvent, d'accord? Et qu'à partir de là, il faut être un peu au courant. Alors même si vous, attention, vous ne serez pas des avocats ni des grands spécialistes du droit du travail, mais il faut connaître les grands thèmes, les grandes directions. Il y a un an, c'était encore mon oui, peut-être. Peut-être. Euh, Donc, parlons de cette période d'essai. Cette période d'essai, donc, encore une fois, il faut qu'elle soit inscrite dans le contrat. Et si on veut la renouveler, il faut que ça soit aussi inscrit dans le contrat. D'accord? Si elle n'est pas inscrite dans le contrat, elle n'existe pas. Donc, pas moyen de licencier pendant la période d'essai ou de rompre le contrat pendant la période d'essai, puisqu'elle n'existe pas. Donc, c'est foutu. Donc, cette période d'essai, elle a une durée aussi maximum. Si la durée n'est pas conforme aux dispositions légales, pareil, la période d'essai, elle saute. Boum. Si vous avez dit, voilà, c'est une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, alors que vous n'avez le droit qu'à 2 mois, elle n'existe pas. Boum. C'est-à-dire que même si on est au bout des 15 jours, il n'y a pas moyen, parce qu'elle n'existe pas, la période. Vous avez fait une connerie, comme un petit peu notre clause de mobilité, elle n'existe pas. Donc la période d'essai, c'est ce temps pendant lequel les deux parties peuvent rompre le contrat sans avoir à justifier des raisons pour lesquelles elles veulent rompre le contrat. Donc on n'est pas dans une démission, enfin on est dans une rupture, hein. On n'est pas non plus dans un licenciement, on est dans une rupture. Monsieur, bonjour, voilà, je souhaite mettre fin à votre période d'essai. Et ici, pas besoin d'avoir un motif légal, pas d'avoir un motif légitime, on peut rompre le contrat pendant la période d'essai. Que ce soit à l'initiative de l'une des périodes ou à l'initiative de l'autre, à l'initiative de l'une des parties ou à l'initiative de l'autre partie. Depuis maintenant, je ne sais plus, ça doit faire 3 4 ans, malgré tout, puisque le contrat s'arrête, il y a encore 3 4 ans, le soir, le lendemain, vous ne revenez pas bosser, c'est tout, basta, vous êtes dehors. Ah, où vous partez. D'accord? Alors aujourd'hui, il y a quand même maintenant ce qu'on appelle un délai de prévenance, c'est-à-dire qu'on va laisser quand même un temps aux salariés de quelques jours pour pouvoir terminer sa tâche ou avant que le contrat soit définitivement rompu. On va lui dire, voilà, monsieur, je souhaite rompre votre contrat de travail euh, à compter dans une semaine. Voilà. Et comme on est en période d'essai, voilà, pas de justification à donner. D'accord. Euh, le, le salarié pourra faire exactement la même chose, toujours en respectant ce fameux délai de prévenance qui est de quelques jours. Hein. On n'est pas sur des mois, hein, on est sur quelques jours. Donc ici, a priori, notre monsieur Roger, puisqu'on est au milieu de la période d'essai, ça veut dire que s'il a fait une période d'essai de 2 mois, a priori, on est au bout d'un mois. On voit que les échanges de courrier se font sur quelques jours. Donc il n'y a pas de problème pour qu'il puisse rompre la période d'essai sans avoir même à justifier du fait qu'il veuille baisser la rémunération de son salarié. D'accord. Puisque pas de justification à donner pour ça. Alors, je suis en train de juste regarder. Voilà, oui, sur ce délai de prénom,
vérifier, même si peut-être pas forcément à le savoir, hein. Si le salarié a été présent un mois dans l'entreprise, on doit lui laisser 48 heures. Donc on le prévient et 48 heures plus tard, le contrat sera rompu. Si M. Roger lui annonce par lettre recommandée 2 jours ouvrables après la réception du courrier que ce contrat est rompu, oui, mais il devra lui laisser quand même encore 2 jours. D'accord. Puisque s'il est là depuis un mois, il faudra lui laisser 48 heures en délai de prévenance. Est-ce que ça marche pour vous sur cette problématique de période d'essai? C'est quelque chose d'assez classique dans des études de cas. Période d'essai, on vous propose une clause où la période d'essai, par exemple, est de 7 mois pour un salarié, ce qui n'est pas possible, puisqu'on sait que c'est 4 mois maximum, renouvellement inclus, et on vous dit, voilà, ça fait 5 mois qu'il est là, je veux activer une rupture pendant période d'essai, est-ce que je suis bon? Maintenant, vous n'êtes pas bon, parce que la clause de période d'essai, elle est fausse, donc elle n'existe pas, donc il n'y a pas de période d'essai, donc vous ne pouvez pas le licencier. Ça marche pour tout le monde? Ben écoutez, on continuera ce chapitre demain avec le reste du TD. Et je pense qu'à la fin de ce chapitre, vous aurez un petit quiz qui me permettra de vous noter. D'accord? Je vous préviendrai, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à demain pour la dernière de la semaine. Ciao à tous.